Vous voulez savoir le secret des hommes puissants? Non, ce n'est pas l'intelligence, pas du tout. J'ai sorti premier de Polytechnique, HEC après, devenu PDG à 42 ans, le plus jeune PDG d'Assurance Générale de son époque. 200 000 employés sous mes ordres, un bureau à la Défense avec vue sur tout Paris, un maître du monde. Et vous voulez savoir où j'habite aujourd'hui? Bobigny. Une HLM grise à Bobigny, 5e étage sans ascenseur, retraite, si on peut appeler ça une retraite, d'environ 800 € par mois. Le RSA m'attend si je descends plus bas. Voilà ce que deviennent les hommes intelligents. Voilà ce que fait le casino aux hommes qui croient avoir tout compris. Et avant que vous pensiez que c'est une histoire de malchance, d'une mauvaise année, écoutez-moi jusqu'au bout. C'est une confession que je devais faire depuis 23 ans. Restez, écoutez mon dernier avertissement. Et si cela vous touche, allez voir les enfants de la rue, les mères sans abri. Dites-leur qu'un directeur général dormait aussi dans le froid. Abonnez-vous à cette vérité. Nous vivions à Neuilly-sur-Seine, ma femme Isabelle, les enfants, Édouard et Mathilde, et moi. Pas simplement une maison, une demeure de 80 mètres carrés de verre et d'acier, avec un jardin paysager dessiné par un architecte suisse. Ma femme adorait ce jardin. Chaque dimanche, après les déjeuners formels, elle arrangeait les fleurs, les roses anglaises surtout. Et je la regardais du bureau, en fumant une cigarette qui coûtait 3 fois rien, penser que ce moment, ce dimanche, cette rose, ne changerait jamais. Comment aurait-il pu? J'étais invincible. Les réunions du lundi, j'arrivais avec mon Hermès couleur Bourgogne, celui que m'avait offert Isabelle le jour où je suis devenu PDG. Elle avait dit « pour nouer les plus belles affaires ». C'était une cravate magique. Chaque nœud était une victoire. Les actionnaires me parlaient avec une crainte respectueuse. Même le ministre des Finances m'appelait pour demander mon opinion. En été, nous fermions la maison de Neuilly et partions à Saint-Tropez. Pas un appartement, une villa, avec une piscine qu'Édouard osait à peine utiliser tellement elle était immense. Mathilde, elle, l'adorait. Elle invitait ses amis, des filles de notaires, d'avocats, de PDG aussi. Je voyais ça de ma chaise longue, pastis à la main, et je pensais, c'est ça le sommet, c'est ça qu'on ne peut jamais perdre. Pendant ce temps, Édouard, mon fils aîné, étudiait à Polytechnique, exactement comme moi. J'avais l'impression de voir mon propre reflet le week-end. Fier, si fier. Mathilde parlait d'intégrer HEC, la tradition, la continuité, les plus belles écoles, les plus belles vies. On ne perdait pas comme ça, on ne tombait pas comme ça. On était de ceux qui gagnaient, toujours. Ça a commencé innocemment. Une soirée de novembre 1989. Vous le savez, cette année-là, le mur était tombé. Tout le monde parlait de la fin de l'histoire. Je trouvais qu'on manquait de perspective. Alors j'ai accepté l'invitation d'un confrère, Gérard Malvoisin, PDG de Crédit Lyonnais, à passer le week-end à Deauville. Casino Barrière. Vous connaissez Deauville? Les chevaux de course, les villas normandes en bois blanc,
les femmes en lin clair. Gérard disait qu'on pouvait y passer une soirée intéressante. La roulette, les cartes, rien de grave. Une distraction pour homme d'affaires. J'avais gagné 100 000 francs ce soir-là. 100 000. J'ai acheté une montre Rolex que j'avais convoitée. Alors je suis revenu. Une fois par mois d'abord. La route vers Deauville. Chaque visite, je gagnais ou je perdais 200 000 francs. Mais les victoires me déchiraient le cœur de plaisir. J'ai commencé à prétendre que c'était des séminaires professionnels. Isabelle demandait « Alors, ces réunions de banquiers ?» Je répondais « Ennuyeuses comme d'habitude. » Ça, c'était du mensonge. Pas du mensonge blanc, du vrai mensonge noir, celui qu'on dit avec tranquillité parce qu'on croit qu'on va arrêter demain. Les cercles privés sont venus après. Il y a plusieurs cercles à Paris, des clubs fermés, légaux, seulement pour ceux qui connaissent quelqu'un. J'ai connu quelqu'un, mon ami Malvoisin encore, au cercle du Faubourg, au 6e étage, derrière une porte en acajou massif, il y avait des tables de baccarat, du poker, de la roulette américaine. Les murs étaient tendus de soie verte. Les croupiers portaient des smokings. Les femmes qui servaient le champagne étaient maquillées comme dans les années 60. C'était beau, trop beau, et c'était secret. Ce qui se passe au cercle reste au cercle, disait Malvoisin. Je n'ai jamais dit à Isabelle. J'ai dit que je travaillais tard. Elle se plaignait, mais elle comprenait. Les maris puissants, c'est connu, travaillent la nuit. Entre 1989 et 1993, j'ai perdu 4 millions de francs. Pas en une nuit, progressivement. 100 000 ici, 300 000 là. Puis un matin, j'ai réalisé qu'une maison pouvait coûter tant. 4 millions de francs. J'avais besoin d'arrêter. Mais arrêter, ça veut dire reconnaître qu'on a perdu. Et je n'étais pas un perdant. Les perdants, c'étaient les autres hommes. Moi, je gagnais. Enfin, je gagnerai demain. Juste une plus grosse mise, une plus bonne nuit. Vers 1994, quelque chose a changé dans mon cerveau. Ce n'est pas dramatique, pas violent. C'est comme une pièce qu'on laisse entr'ouverte et qui, peu à peu, s'ouvre de plus en plus jusqu'à ce que toute la maison soit gelée. Les gains, les pertes, ils ne voulaient plus rien dire. Ce qui comptait, c'était seulement le moment de la mise, l'instant où la boule tourne, la seconde où on ne sait pas. C'est là que je vivais, entre la mise et le résultat. C'était une seconde d'éternité. Rien d'autre dans ma vie ne ressemblait à ça. Pas le sexe, pas les affaires, pas les enfants. Rien. J'ai commencé à emprunter. D'abord discrètement à la banque. Puis j'ai pris des prêts personnels. Ma signature valait de l'or, même si je ne le savais pas vraiment. J'ai hypothéqué Saint-Tropez. Juste discrètement. Isabelle ne savait pas. Édouard et Mathilde, ils grandissaient. Mon fils, il venait me demander conseil sur des filles, des études. Je lui donnais des conseils stupides. Les femmes, c'est comme la roulette. Tu dois toujours savoir quand partir. Je crois qu'il m'a trouvé étrange ce jour-là. Entre 1994 et 1998,
J'ai réussi à perdre 23 millions de francs. Comment? Lentement et rapidement en même temps. Les autres PDG commençaient à remarquer. Malvoisin, lui, s'inquiétait. Une soirée, il m'a dit « Tu dois arrêter, je te le dis comme ami ». Je lui ai répondu « Ce n'est qu'une mauvaise passe, je vais remonter ». Mais je n'allais pas remonter, je creusais. Les cercles m'acceptaient encore. Je devais avoir une réputation de bon payeur. Les dettes, je les payais. Cela, j'avais juré de le faire. Et c'est devenu mon occupation principale, perdre de l'argent au jeu, puis le gagner en écrasant les petits projets de restructuration d'assurance. Des gens perdaient leur travail, de petits cadres, des mères célibataires. Je les voyais aux réunions d'annonces de licenciement. Ils me regardaient comme un monstre. Peut-être qu'ils avaient raison. Je suis rentré un soir à Neuilly. Isabelle lisait en lit. Elle a demandé « Ça va ?» Je lui ai dit que oui. Mensonge encore. Elle a touché mon visage. Elle a dit « Tu n'as plus le sourire, toi. Depuis quand ?» Je n'ai pas répondu. Je suis allé prendre une douche. Seul sous l'eau, j'ai pleuré. Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'avais pleuré. En 1998, les cercles m'ont fermé les portes. J'avais découvert les biches, petites salles clandestines. Pire endroit. Fumée, whisky bon marché, des hommes déjà morts. Au cercle, j'étais PDG. Dans les biches, juste un type avec un complet trop serré et des yeux rouges. Une nuit, en 1999, j'ai misé ma cravate Hermès. « Ta cravate contre 5000 francs, a dit le croupier. Je ne me souviens pas qui l'a eu. Isabelle était réveillée. Elle a vu. Elle a compris enfin. « Pourquoi tu n'as plus ta cravate ?» Et là, j'ai craqué. Je lui ai tout dit. 23 millions de francs, Saint-Tropez, hypothéqué, des dettes énormes. Elle pleurait. « Comment tu as pu à nos enfants ?» C'est là que j'ai su que le plus terrible, ce n'était pas les chiffres, c'était son regard vidé. Édouard a su 2 jours après. Il est venu me voir dans le bureau. Il a dit « Papa, c'est vrai ?» J'ai hoché la tête. Il m'a regardé, puis il a quitté la maison. Il a choisi d'aller étudier à l'étranger, en Suisse. Je ne l'ai vu qu'une fois après. Mathilde, elle a carrément refusé de me parler pendant 1 an. Pas une année difficile, une année blanche. Je mangeais seul à Neuilly maintenant. Isabelle dormirait dans la chambre d'amis. En 2000, je devais démissionner. Les auditeurs avaient découvert certaines irrégularités. Je ne sais pas comment ils n'avaient pas trouvé plus tôt. Peut-être qu'ils savaient et qu'ils laissaient l'humiliation faire son travail d'abord. La démission s'était présentée comme un départ honorable, pour des raisons de santé personnelle. Les journalistes ont à peine creusé. Les PDG ne tombent pas comme ça. Enfin si, ils tombent, mais on ne le regarde pas. Trop réel, trop horrible. Neuilly a dû être vendu pour payer les dettes. Saint-Tropez avait déjà disparu. Il y avait également un prêt que je n'avais jamais remboursé, un prêt personnel des années 90. Les recouvrements sont venus, pas les gendarmes. Pire que ça, des bureaucrates avec des papiers. 2000 € par mois que je ne pouvais pas payer. 2000 €.
avec une retraite d'assurance qui était gelée temporairement. Je m'en souviens, c'était le mercredi 15 mars 2000. Je me suis assis dans le salon de Neuilly, mon salon, mais plus pour très longtemps, et j'ai réalisé la vérité. J'allais tout perdre. Et ensuite, avec le temps qui restait, j'allais devoir vivre dans ce que j'avais perdu. C'est la vraie peine, pas la perte, la longueur de la survie après. Isabelle a accepté de rester avec moi, techniquement. Mais accepter n'est pas aimer. Ce n'était qu'une femme qui était restée dans la pièce où elle avait vivé. Édouard m'écrivait parfois des cartes de Noël qui disaient « Bonne année » sans rien d'autre. Mathilde, elle, ne répondait même pas. Nous avons quitté Neuilly en 2001. Bobigny, une HLM grise où le loyer était 500 €. J'avais un CDI au SAMU social, un petit travail administratif que quelqu'un avait pitié de me donner. 1 000 € par mois. Isabelle n'a pas protesté. Elle a juste regardé autour de l'appartement. Pas de fenêtre qui donne sur quelque chose de joli. Un parking gris. Un balcon qui vibrait quand les camions passaient. « C'est temporaire » a-t-elle demandé. Je n'ai pas pu mentir. « Non » ai-je dit. « Non, ce n'est pas temporaire. » Les années après, c'était un long silence. Pas de cris, pas de combat. Juste un homme et une femme qui vivaient dans 2 pièces et qui ne se parlaient plus vraiment. Vous savez ce que c'est? C'est pire que la haine. La haine, ça bouillonne, ça demande de l'énergie. Ça, c'était juste une absence, un fossé. J'ai arrêté le jeu, pas pour une raison noble, pour une raison simple. Je n'avais plus d'argent. Pas de vrai arrêt, vous comprenez, juste une impossibilité. Les biches, c'était fini. Les casinos, c'était fini. Il ne restait que les paris en ligne, des petites mises sur des chevaux ou des matchs de football. 3 €, 5 €. La dopamine, elle était là aussi, même pour les petites mises. Vous pensez que j'exagère? Je jouais les 3 € comme si c'était 3 millions. Le cœur qui accélère. Le moment de l'attente. C'était la même maladie dans une plus petite bouteille. En 2010, Édouard m'a appelé une seule fois pour dire que sa mère s'était écroulée à l'épicerie près de l'HLM, une petite AVC. Elle a dû aller dans une maison. Elle avait droit à la prise en charge grâce à la sécurité sociale qui avait pris pitié de nous deux. C'était une institution correcte dans une ville près de Paris, Chilly-Mazarin. Elle voyait des infirmières gentilles, la chambre était propre, mais ce n'était pas Neuilly, ce n'était pas Saint-Tropez. C'était la fin, et nous le savions tous. Isabelle a arrêté de parler après 6 mois là-bas. Pas un mot. Elle me regardait quand je venais, parce que je venais 2 fois par semaine et que j'essayais. Mais elle ne me reconnaissait plus vraiment. Ou peut-être qu'elle me reconnaissait trop bien. Je ne sais pas. J'ai mis la main sur son épaule une fois. Elle a tremblé. Pas de dégoût, juste une femme qui tremble. Elle est décédée en mars 2013. Je n'ai pas été à côté de son lit. Un des infirmiers a dit que c'était dans l'après-midi. J'aurais peut-être pu être là si j'avais vécu à Chilly-Mazarin, mais j'étais à Bobigny. Bobigny. Qui vit à Bobigny? Qui choisit vraiment Bobigny?
Personne. On y tombe. Aujourd'hui, je suis un homme de 80 ans qui reçoit 800 € de retraite et 50 € de la caisse d'aide sociale. 900 € par mois. Je vis seul. Les enfants, c'est fini. Édouard vit à Zurich. Il a oublié qu'il était français. Mathilde n'a pas changé son numéro, mais elle a changé son cœur. Mathilde a une fille, ma petite fille, que je n'ai jamais tenue. Elle s'appelle Sophie, je crois, ou Sarah, un prénom que je connais pas vraiment. Vous savez quoi? Les hommes puissants, ils disent que l'échec les a rendus plus sages. C'est un mensonge. L'échec rend juste plus vieux. Je suis un vieillard, pas sage, vieux. Et quand je regarde en arrière, et à 80 ans, tu fais que regarder en arrière, je comprends que chaque moment était une décision. Le Hermès, c'était une décision. Monte-Carlo, une décision. Chaque mise était une décision, et je les ai prises. Moi. Pas le hasard, pas le destin. Moi. Avec mon intelligence que j'avais de Polytechnique. Et cette intelligence-là, elle n'a rien servi. Elle a juste rendu la chute plus longue, plus visible, plus honteuse. Je suis la preuve vivante que tout ce qui brille n'est qu'une seconde d'avant le feu. Saint-Tropez, disparu. Neuilly, disparu. Isabelle, partie. Mon fils, disparu. Ma fille, disparue. L'Hermès, vendu à un marché aux puces pour 100 €, peut-être moins. 100 € cette cravate qui avait noué les plus belles affaires. Et moi, je suis là. 5e étage sans ascenseur. Les jambes me font mal. L'escalier, c'est une montagne. Et le casino, toujours là, toujours gagnant. Pas moi. Jamais moi. Voilà ce qu'un homme intelligent aurait dû comprendre à 40 ans. Moi, j'ai mis 40 ans de plus. Vous êtes plus intelligent. Vous l'êtes déjà. Prouvez-le.